Jean-Faustin Kabeya. Je suis avocat. Au professeur Dieudonné Kalouba, en tant qu'expert en droit constitutionnel, je suis curieux de savoir le coup d'œil que vous avez sur le projet qu'a évoqué le professeur Kabiena, le projet de constitution de la CNS. Vous, en tant qu'expert constitutionnaliste, quel est le regard que vous y avez jeté? Parce que les discussions vont naître là d'ici, on entend la convocation du président de la République. La deuxième question... Je suis avocat. Au professeur Dieudonné Kalouba, en tant qu'expert en droit constitutionnel, je suis curieux de savoir le coup d'œil que vous avez sur le projet qu'a évoqué le professeur Kabiena, le projet de constitution de la CNS. Vous, en tant qu'expert constitutionnaliste, quel est le regard que vous y avez jeté? Parce que les discussions vont naître là d'ici, on entend la convocation du président de la République. La deuxième question, monsieur le professeur, est-il légitime qu'une génération puisse limiter le droit de réfléchir d'une autre génération qui viendrait après elle? Parce qu'on entend trop parler des articles verrouillés. Ça signifie qu'une génération dit à une autre qui viendrait après elle, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Est-ce légitime? J'ai dit, monsieur le modérateur. Et au professeur Dieudonné Kalouba, je reviens là-dessus. J'ai beaucoup aimé votre conclusion. Vous avez dit, changer de constitution, vous êtes pour. Vous avez dit oui. Et vous avez ajouté un important constat en disant, la constitution doit être le fruit d'une croyance commune. Est-ce que nous sommes à mesure de réaliser ça à ce jour? Et une dernière question, ça spécialement au professeur Dieudonné, parce que vous nous avez encouragé de prôner la liberté d'expression. Vous l'avez dit au début. Alors j'aimerais que vous puissiez me répondre sans ambiguïté, sans crainte politique. D'après vous, la durée de notre mandat présidentiel est-elle longue, courte ou normale? Merci. Moi, je m'appelle Maître Michel Chocolat. Je suis avocat au barreau du Kassai oriental et assistant à la faculté de droit Université officielle de Mbujimayi. J'ai 4 questions, une pour chacun des conférenciers. Je commence avec le professeur Dieudonné Kalouba qui a introduit, j'ai fait allusion à la première conférence, vous parlez de la préexistence des États avant la colonisation. Alors, lorsque nous parlons des éléments constitutifs de l'État, au-delà d'un territoire bien délimité, une population bien identifiée, un gouvernement, un pouvoir effectif, actuellement, nous avons le 4e élément qui est la reconnaissance au niveau international. Est-ce avant la nouvelle configuration de l'État congolais, y avait-il la reconnaissance internationale de ces entités que vous qualifiez des États? S'il n'y en avait pas, pouvons-nous alors continuer à affirmer cela? Merci beaucoup, monsieur le modérateur et cher professeur de la parole. J'ai 3 petites questions, dont les 2 premières sont adressées au professeur Dieudonné Kalouba et la 3e au professeur Peter. Pour ce qui est du professeur Dieudonné Kalouba, cher professeur, dans le contexte qui est le nôtre, qu'est-ce qui est mieux pour nous? C'est changer la constitution ou changer de constitution? Parce que le débat qui nourrit l'actualité actuellement semble cacher des choses, mais qu'on ne nous dit pas. Parce que nous savons tous que la Constitution a déjà été révisée pour la première fois en 2011.
Et pour l'essentiel de cette modification, de ce changement, nous pouvons résumer que tout n'a été fait que pour, en quelque sorte, renforcer l'autorité du président de la République. Et qu'aujourd'hui, on revient avec le même débat. Faut-il se limiter à croire que ce qui est mieux pour nous, c'est changer la Constitution ou carrément changer de Constitution? La deuxième question est celle de savoir comment pouvons-nous arriver à contrôler le pouvoir de révision constitutionnelle. Parce que dans tout ce qui est fait, dans toutes les initiatives de révision constitutionnelle qui sont prises, au fond, c'est le président de la République qui contrôle tout, parce qu'en quelque sorte, il en est le bénéficiaire. Lorsque nous lisons l'article 218 de la Constitution, on peut voir que d'où que l'initiative de la révision constitutionnelle vienne de n'importe quel constituant dérivé, au bout du compte, c'est le président qui contrôle tout. Et en quelque sorte, tout est fait pour que l'initiative qui est prise puisse lui profiter. Et cela s'explique par la configuration actuelle de la notion de la majorité. Au niveau de l'Assemblée nationale, le président contrôle. Parce qu'il bénéficie de la majorité, c'est lui qui nomme le président. Au niveau du Sénat, la même chose. Donc on peut se dire que même si ce président passait et qu'un nouveau venait, il est toujours possible de s'attendre à une nouvelle révision constitutionnelle et peut-être à une énième. Parce que s'il en est l'initiateur, occulte ou apparent, il y a toujours moyen qu'il puisse manipuler les deux chambres. Étant donné que la souveraineté populaire a été en quelque sorte détournée au profit de ces deux chambres qui, en quelque sorte, ne sont que des caisses de résonance. Parce que vous allez vous rendre compte que la seule possibilité qui était reconnue à la population de pouvoir, ne serait-ce que mettre un avis sur une initiative de révision constitutionnelle, a été détournée au profit des deux chambres. Parce que quand vous lisez l'avant-dernier, donc disons le dernier alinéa de l'article 218, on vous dit que toutefois le projet de proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès, l'approuvent. Et dans la pratique, c'est la procédure qui est utilisée. On ne recourt plus au référendum populaire. Il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne, qui posent ici, notamment, il y a Gaylor Mokendi, qui pose une question au professeur Dieudonné Kalouba. Il dit ceci: professeur, la question du changement au nom de la Constitution n'est-elle pas plus politique que scientifique? D'autant plus que l'association de droit constitutionnel, j'ai lu sa question, l'association de droit constitutionnel dont vous êtes membre a montré sa disponibilité à apporter sa contribution au débat. Il cite le prof Mbata, mais elle dit à tort ou à raison pro-régime. Et l'un d'entre vous, l'un des constitutionnalistes congolais, qui lui aide ensemble s'y oppose. N'est-il pas professeur? N'est-il pas rationnel? La question n'est-elle pas plus politique que scientifique? C'est sa question. Et donc, comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, moi-même, je vais poser une question à chacun des intervenants. Je vais tout naturellement commencer avec le professeur Dieudonné Kalouba. Professeur, si il était demandé que vous preniez parti au regard de tout ce que nous avons vécu, quelles sont les institutions politiques du pays qu'on peut valablement supprimer dans la nouvelle constitution à venir, s'il y en aura? J'ai vraiment un exercice très compliqué parce qu'il y a beaucoup de questions. J'espère que je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Monsieur le bâtonnier Faustin Kabeya me pose une première question de savoir. Monsieur le bâtonnier Kabeya, Faustin,
me demande quel regard j'ai vis-à-vis de la Constitution issue des travaux de la CNS, la Conférence nationale souveraine. Si vous avez suivi mon exposé, moi je suis d'une école qui considère que le droit constitutionnel a 2 étages de compréhension. La plupart des questions que l'on me pose relèvent de la technique du droit constitutionnel. Et donc, comme scientifique, c'est un niveau élémentaire de compréhension. Le niveau qui nous préoccupe ici, c'est au niveau de la conception du vouloir vivre ensemble. Donc, je vous amène dans la métaphysique du droit constitutionnel. Parce que ce qui vous semble évident dans une constitution, par exemple, britannique ou américaine, est le produit d'une histoire propre à ce pays-là et de l'évolution de cette histoire. Et donc, si je dois vous dire, bon, on a mis le régime parlementaire, prenons-le, sans vous expliquer pourquoi le régime parlementaire est né en Grande-Bretagne, nous allons faire encore du copier-coller. Et donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ce copier-coller. Par exemple, s'agissant du régime parlementaire qui est dans la constitution de la CNS, en l'absence d'un mode de production qui permet aux parlementaires d'être des sortes de barons féodaux, vous n'avez pas un parlementarisme normal. Parce qu'en réalité, le parlementarisme britannique est né du fait que le roi avait des terres et que les barons féodaux avaient aussi également des terres. Et lorsqu'il faut élever les impôts, il faut que les rois obtiennent l'autorisation des députés qui eux-mêmes sont de propriétaires fonciers. Mais quand vous avez des parlementaires qui eux-mêmes ne trouvent à manger que quand ils sont au Parlement, donc le modèle que vous implantez ne peut pas marcher. Donc malgré la présence des députés dans l'hémicycle, vous avez plutôt à des commis qui sont là-bas pour chercher plus l'argent qu'autre chose. Et donc, ça ne marche pas. Je suis donc de la thèse qui soutient que l'Afrique noire en général doit inventer ses propres institutions. Donc, je suis déjà dans une logique différente de la simple technique. Que ce soit aux États-Unis, quand on crée le fédéralisme, eh bien, mais il y a les 13 colonies britanniques au nord, et au sud, il y a des États. Alors on dit, bon, on fait ensemble, mais on fait ensemble comment? On dit, ok, nous allons nous entendre sur une monnaie commune, nous allons mettre ensemble des moyens pour faire une défense commune, mais pour tout le reste, chaque État reste souverain. Mais c'est dû au contexte historique de ce pays-là. Mais nous sommes un pays qui est créé sans nous. C'est un pays créé sans le peuple. Il y a même un article d'un collègue qui dit « l'introuvable peuple congolais ». Dans la réalité, quand vous vous promenez, vous ne voyez pas ce peuple congolais. Il est où? Sauf dans la Constitution, on dit « nous, peuple congolais ». Mais où est-il? Lorsque les gens parlent, ils s'identifient plus dans d'autres coquilles que le peuple congolais. Ils disent « nous, les Bayanzi, nous, les Baluba, nous, les Katangé ». Alors où est le peuple congolais? Il est où? L'introuvable. Alors, est-ce que nous restons dans la dimension technique qui reconnaît ce peuple congolais, oubliant la réalité anthropologique, sociologique qui montre que ce peuple n'est pas là? Il y a plutôt plusieurs peuples. Donc, le débat se situe à un autre niveau. Bon, alors, est-il légitime qu'une génération puisse lier les autres générations? Là, vous posez plutôt une question de technique. Et je vais vous répondre techniquement. Dans la technique de droit constitutionnel, il y a une théorie qui a été soutenue par Georges Vedel, qu'on appelle la théorie de la double révision. Il est donc possible que le pouvoir de révision, qui est prévu dans le texte constitutionnel, ce qu'on appelle généralement, qu'on appelait à l'époque, parce que la doctrine a évolué, qu'on appelait avant le pouvoir constituant dérivé. On appelle ça carrément aujourd'hui pouvoir de révision. Pourquoi le nom d'abord a changé avant que je ne vous réponde? Si vous prenez notre article 5 et vous prenez l'article 218 que M. Chilumba a soulevé, vous verrez qu'il y a le mot peuple dans ces deux dispositions. Le peuple de l'article 5 détient la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de pouvoir, la dernière décision. Alors que le peuple qui est prévu à l'article 2 est un peuple qui détient le pouvoir d'approbation d'un projet. Donc lui-même est un pouvoir institué. On vient de l'instituer comme un mécanisme de ratification d'une révision. Donc il devient un pouvoir institué. Et donc lié aux règles de forme et de fond pour ce qui concerne la révision de la Constitution.
Et une façon de vous répondre déjà en passant, parce qu'en ce moment-là, puisque le pouvoir de révision, lui, est lié au délai, à la matière, à la période où il faut faire la révision, donc tout ce qu'il fait est susceptible d'un contrôle de constitutionnalité, au-delà seulement du contrôle politique du président de la République qui est l'initiateur et tout ça. Mais puisqu'il s'agit d'une loi, fut-elle référendaire, moi j'opine qu'il est possible qu'un citoyen conteste la régularité d'un référendum devant le juge constitutionnel. Mais ça, c'est un moyen purement technique. Mais est-ce que dans le fond, ça changerait quelque chose politiquement? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse précise. Mais techniquement, ça pourrait être possible. Le juge constitutionnel béninois, par exemple, est déjà arrivé dans le sens de contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. C'est-à-dire, les lois obtenues à la suite d'une révision constitutionnelle sont suivies de contrôle. Peut-être que le juge constitutionnel congolais peut également aller dans ce sens. Donc, le contrôle est possible. Alors, est-ce qu'une génération peut bloquer une autre? J'ai dit non, pas du tout. Ne peut pas bloquer une autre. Et d'ailleurs, du point de vue, parce que là, vous me posez vraiment une question de technique. Quand vous prenez le fameux article 220, qu'est-ce qu'il verrouille en réalité? Il verrouille des matières. Ce n'est pas l'article en lui-même qui est verrouillé, parce qu'il verrouille les matières et il ne se verrouille pas lui-même. Il ne se verrouille pas lui-même. Donc, il a la possibilité d'être révisé. C'est par une malhonnêteté intellectuelle que les gens disent que c'est des matières verrouillées. Parce qu'ils ne voient que la possibilité d'une soustraction de matières. Mais ils n'ont jamais pensé à une augmentation de matières. On peut élargir la liste de matières. Alors comment le ferions-nous si nous n'ouvrons pas le 220? Ça, c'est la technique. Voilà, je n'aime pas beaucoup de questions de technique juridique, mais j'aime des questions de philosophie du droit constitutionnel. Parce que justement, on est au niveau de la conception de ce que nous voulons faire. Si vous sautez cette étape, vous allez directement dans la technique. Or, la technique est toujours au service de ce qu'on pense. Ce qu'on pense nous permet de tout faire. On peut tout faire. Moi, j'ai dit qu'on peut réviser, à commencer par l'article 220 lui-même, en lui ajoutant des choses ou en retranchant. Alors, si nous ajoutons, qui va nous faire le reproche d'ajouter? Est-ce que l'article 220 lui-même dit qu'il ne peut pas le faire? Je le dis parce que nous avons une disposition semblable en droit belge. L'article 190 de la Constitution belge verrouille certaines matières, notamment la répartition de compétences entre les provinces, flamandes, wallonnes, tout ça. Mais elle dit, moi, l'article 193 non plus, je ne suis pas susceptible de révision. Mais nous n'avons pas une disposition semblable. Notre 220 ne s'écarte pas lui-même de la révision. Il est dit, telle matière, la forme républicaine de l'État, ne sont pas susceptibles de révision, mais en même temps, il ne dit pas moi l'article qui verrouille, je suis aussi verrouillé. Il ne dit pas ça. Vous voyez, donc les débats techniques peuvent toujours avoir lieu, mais je sais que, bon, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire réfléchir. Le droit constitutionnel, contrairement au droit pénal, c'est un droit des gens civilisés. Le droit pénal, c'est le droit des bandits, des voyous. Voilà pourquoi dans des pays qui fonctionnent normalement, les règles constitutionnelles font partie du comportement des individus. On n'a même pas besoin de les écrire. Si nous avons le besoin d'écrire, c'est parce que nous avons une classe politique de délinquants. Mais en réalité, dans une classe politique de gens civilisés, on n'écrit pas des règles constitutionnelles. On sait qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le parti qui a gagné les élections, on ne discute pas, c'est le leader de ce parti-là qui est Premier ministre. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Déjà, même dans nos villages, on sait que quand le chef tel meurt, c'est tel successeur venant de tel clan qui le devient. Puisqu'ils se sont des gens civilisés, ça ne fait pas l'objet de débat. Mais chez des gens prétendument développés, il y a ce problème. Ce qui pose le problème de ce que je vous ai dit avant, les textes constitutionnels, c'est comme on pourrait dire le hardware. Le hardware, c'est-à-dire une couverture, une machine. Mais ce qui est important dans la Constitution, c'est le software, le logiciel. Le logiciel, là, doit être dans les cerveaux des gens. Et le logiciel doit être compris par le peuple. Si le logiciel n'est pas compris, nous avons 229 articles que personne n'a lu. Tout à l'heure, le collègue nous a même expliqué
que le Kasaï central se trouvait après le Mami et tout ça. Nous tous, nous avons dit oui sans jamais avoir lu. C'est la preuve que ce n'est pas notre texte. C'est-à-dire nous ne l'avons pas là-bas, dans la tête. C'est à peine quand on a un problème qu'on commence à chercher, bon, c'est quel article qui peut régler ce problème. C'est la preuve que le texte est distant de nous, il n'est pas avec nous. Or, le texte doit être intériorisé. Par exemple, dans un pays comme les États-Unis, il n'arrivera à personne l'idée de dire « je veux un troisième mandat ». Une fois, j'étais à l'université il y a 10 ans passés, à une université de Caroline du Nord, je cause avec un collègue constitutionnaliste. Je lui dis, mais pourquoi vous ne changez pas votre fameux 22e amendement sur le port d'armes et tout ça? Vous savez la réponse qu'il m'a donnée? Il dit, mes chers collègues, la seule garantie de la Constitution américaine, c'est l'arme. Parce que quand leurs ancêtres ont créé les États-Unis, chacun avait son arme. Et donc, pour que le pacte conclu entre eux pour créer l'Amérique puisse fonctionner, il faut qu'il y ait l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire, vous savez que si vous ne respectez pas le pacte, on peut tirer sur vous à tout moment. Alors, ça crée le respect du texte. Il dit le texte en lui-même ne garantit rien. C'est le fait que les chefs de l'État, les membres du Congrès, sont conscients que le peuple peut prendre les armes et les tuer à tout moment. Qui fait que les institutions font plus de 200 ans dans la stabilité. Donc pour eux, c'était une garantie. Or, quand nous enseignons le droit constitutionnel, nous, les garanties sont d'ordre juridique. Mais c'est quoi le droit si ce n'est pas du simple papier? Les véritables garanties sont culturelles. C'est dans la tête qu'il y a les vraies barrières qui protègent la Constitution. C'est dans la culture qu'on trouve ces barrières. Ce n'est pas dans un texte. Les textes peuvent même dire on ne le révise pas. Mais si nous voulons le réviser, nous allons le réviser. Et le ciel ne va pas tomber. Non. Donc la vraie barrière doit être plutôt dans notre cerveau. On dit non. Ça, c'est comme donc tout le monde craint ça. Il dit on a déjà dit ça, c'est comme ça. Mais même si ce n'est pas écrit, c'est dit comme ça. Mais maintenant, si nous changeons tout le temps, ça veut dire que le texte ne correspond pas à notre vision, à notre culture. Et donc c'est un débat qui se trouve à ce niveau-là. Je crois avoir donné quelques petits éléments, peut-être qu'on ajoutera. Le prof Niembo, lui, me demande, est-ce que tout ce que vous dites là, le changement, est-ce que c'est urgent? Ben, l'urgence n'est pas une notion scientifique. C'est une notion politique. Voilà. Je vous réponds tout simplement. C'est une notion scientifique. Est-ce que c'est urgent de le faire maintenant ou après-demain ou jamais? Ça, c'est une question qui relève de l'initiative politique. Mais par contre, ce que moi je sais, c'est qu'il est urgent de penser aujourd'hui. Ça dépend de nous. Nous pouvons penser. Et dans mon cas, j'ai commencé à penser il y a 10 ans sur ça. J'ai commencé à réfléchir. Je me dis, mais puisqu'on change de constitution depuis 1960, on les change, pourquoi on les change tout le temps? Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que ce n'est pas adapté à notre mentalité? Est-ce que ce n'est pas adapté? Alors nous allons dire, bon, on avait pris le régime présidentialiste de Mobutu, ça n'a pas marché. En 60, on avait le régime parlementaire moniste, ça n'a pas marché. À la Belge. Maintenant, on a pris un régime semi-présidentiel. Mais dans son fonctionnement réel, c'est un régime présidentialiste. Tout est rapporté au président de la République, même des choses qui ne relèvent pas de sa compétence. Donc, ça veut dire que ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Alors, quel est le meilleur régime? C'est à nous de l'inventer. C'est pourquoi moi je dis qu'il faut sortir des modèles qui ont été conçus pour des peuples précis, pour créer un modèle à nous. Mais maintenant, ça demande une réflexion multidisciplinaire, transdisciplinaire, de tout domaine, pour trouver quelque chose. Je vous donne quelques exemples. D'habitude, on nous a enseigné, je crois que tout le monde ici enseigne, la théorie de la séparation des pouvoirs. Vous l'enseignez et vous dites que l'auteur, c'est Montesquieu. Mais Montesquieu, c'est 1648, c'est au XVIIe siècle, là. Mais le royaume Congo plus loin, nos propres royaumes ici et chez Ferry, ont cette notion de séparation des pouvoirs, mais qui se fait entre clans. Chez les Bakongo, ils appellent ça Makuta Matatu, c'est-à-dire le trois piliers qui tiennent le Bokongo. Et ces trois piliers, ces trois clans, sur les 10, les Nzinga, les Mpanzu et les Nsaku. Et chaque clan a une fonction précise.
Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des ambassadeurs, c'était un sac. Et donc, le clan qui produit les diplomates de ce royaume-là, déjà au XIIIe, XIVe siècle, ce sont les Sacs. Et les Nzinga font la guerre. Et les Mpanzu gèrent la politique. Donc, le pouvoir politique, le pouvoir religieux, le pouvoir tout ça, sont distribués selon les clans. Cette distribution n'a rien à voir avec la distribution à l'occidental qu'on a vu là-bas. Dans nos propres clans, moi je parle de mon clan ici, il y a à peu près 10 clans chez moi à Bakwamulumba, mais il n'y a que 2 ou 3 qui accèdent au trône. Mais les autres, non. Mais lorsque je me suis intéressé à la question de plus près, j'ai vu que le roi ne peut pas être investi si un originaire de Bakwandiadia ne le prend pas sur ses épaules et lui fasse lire les étoiles. C'est comme ça qu'ils s'expriment en Tchoulouba. En d'autres termes, je comprends que c'est les Bakwandiadia qui ont le pouvoir spirituel pour permettre au chef de voir, parce que le chef doit être capable de voir le jour et la nuit. S'il ne voit que pendant le jour, il n'est pas réellement chef. Donc, voilà comment cette séparation de pouvoir qui est dans ce texte a d'autres applications dans le droit précolonial. Vous allez chez les Bakuba, vous trouvez une institution qui n'existe pas chez nous ici. Alors, le roi est divinisé, le Nimi, mais il a un opposant institutionnel. Nous avons essayé de mettre ça dans notre constitution pour avoir un porte-parole de l'opposition. Mais le royaume Kuba là depuis 8 siècles. Il s'appelle Mouyoum. Le Mouyoum, c'est le seul homme, malgré la sacralité du roi, qui est autorisé. Oyoki elenge ya Congo.